Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Du Mobile World Congress de Barcelone aux publicités des opérateurs, la 4G est partout. Oui, mais est-elle aussi robuste et rapide qu'on veut bien le dire? La 4G, entre promesses et réalité, vous le verrez, c'est notre dossier de la semaine. Google n'a pas le monopole des lunettes à réalité augmentée. Guillaume Gralet du magazine Le Point a testé celle de Vuzix. Le petit poussé new-yorkais peut-il concurrencer le géant californien? Verdict à suivre. Mais avant de développer ces titres, l'industrie musicale a la fête pour la première fois depuis la fin des années 90 et dopée par le numérique. Place aux chiffres de la semaine décryptés par nos experts du JDN. C'est parti. Pour la première fois depuis 15 ans, le marché mondial de la musique a retrouvé des couleurs en 2012 grâce à une croissance de 0,3%, essentiellement due aux ventes sur Internet. Avec 5,6 milliards de dollars de revenus, la musique en ligne parvient désormais à compenser le déclin des CD, dont les ventes ont chuté de 2%. Les services d'écoute en streaming comme Spotify ou Deezer enregistrent la plus forte progression, avec un gain de 44% d'abonnés, mais les plateformes de vente de fichiers musicaux comme iTunes concentrent encore l'essentiel du marché numérique. Après avoir conquis l'Amérique, l'Asie et certaines régions d'Afrique, le très haut débit mobile déferle en Europe depuis la fin 2012. Star du Salon de Barcelone, cette quatrième génération veut tout avoir d'une grande rapidité, agilité et robustesse. Alors que les opérateurs rusent de slogans pour vanter les mérites de la 4G, on va quand même essayer dans cette émission de démêler les promesses de la réalité. À commencer par une question relativement simple. La 4G, c'est quoi exactement, Guillaume Gralet? Alors, Marjorie, vous étiez sans doute très jeune quand sont apparus les premiers téléphones mobiles. Vous savez, ces téléphones au milieu des années 90, qu'on avait du mal à prendre dans une main, qui étaient lourds et surtout qui avaient une antenne. On appelait ça un peu Radiocom 2000, c'était un exemple. C'était des téléphones 1G, c'est-à-dire qui étaient capables de faire passer de la voix. Ensuite, la deuxième génération, 2G, est apparue. Cette génération a permis de faire passer des SMS, des petits messages qu'on écrivait via son mobile. Ensuite, la 3G a permis d'avoir des premiers messages Internet, d'envoyer ses premiers mails. Et arrive enfin aujourd'hui la 4G. La 4G va permettre un surf mobile très rapide et surtout de faire passer de la vidéo quasiment en temps réel. Alors on sait que la Commission européenne a hurlé notamment en disant que l'Europe était très en retard par rapport à d'autres pays. La 4G est par exemple disponible déjà au Kyrgyzstan et en Ouzbékistan, au Japon, en Corée du Sud, au Libéria, au Maroc, en Afrique du Sud aussi. Est-ce qu'on parle de la même 4G partout dans le monde? Eh bien non, Marjorie, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est qu'en fait, on a un océan d'acronymes qui définissent autant de normes et on a mis bien du temps, l'ITU, vous savez, l'organisme des Nations Unies chargé des normes, a mis bien du temps à définir ce que c'était vraiment la 4G. Aujourd'hui, la 4G, on le sait, c'est la 4G long terme évolution. C'est une 4G qui va permettre des débits qui vont entre 100 mégabits par seconde et 3 gigabits par seconde, notamment pour télécharger, ça va beaucoup plus vite. C'est au minimum 5 à 6 fois plus rapide que ce qu'on connaît jusqu'ici. Mais vous avez raison, il faut faire très attention quand on achète un téléphone dont on dit qu'il est 4G. Il faut être sûr qu'il va être 4G dans son pays. Par exemple, l'iPhone 5 est 4G aux États-Unis, mais n'est pas 4G dans la plupart des pays d'Europe. Il le sera peut-être en France, mais ce n'est pas encore tout à fait déterminé. Et là aussi, attention aux promesses sur les débits. Les débits affichés par les opérateurs ne sont pas toujours ceux que l'on croit, Guillaume. Exactement. En fait, les débits peuvent également varier en fonction de l'appareil. On a parlé d'Apple. Huawei a lancé un premier appareil 4G LTE Advanced, mais même avec cet appareil qui est considéré comme décrit comme le plus rapide du monde, il faudra faire attention. C'est-à-dire que si vous êtes au repos, vous aurez un débit supérieur par rapport au fait si vous êtes en mouvement, par exemple. Et si vous avez beaucoup de personnes qui se connectent en même temps dans la même salle, vous risquez d'avoir un débit un petit peu inférieur. Donc vraiment, toutes ces données sont à prendre avec des pincettes. Et je le disais en titre, la 4G a été vraiment la star de ce salon de Barcelone. Les opérateurs coréens, justement, à l'occasion du Mobile World Congress, viennent de mettre en garde, on peut le dire, leurs confrères européens. Voici ce que dit le patron de KT Corp, qui est un des plus grands opérateurs sud-coréens. La 4G est une bénédiction pour les consommateurs, mais c'est aussi une malédiction pour les opérateurs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que le business model est fondamentalement en train de changer? En fait, les opérateurs ont tout intérêt à ce qu'il y ait des autoroutes qui fonctionnent bien. Ils vont pouvoir vendre, faire véhiculer davantage de services. Mais là, ce que dit cet opérateur, et il a vraiment raison, il dit retournons au basique, back to basic, c'est-à-dire revenons vraiment à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la 4G? Deux exemples qu'on pourra développer grâce à la 4G. Le live streaming, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la diffusion en temps réel de vidéos qu'on va filmer via son téléphone portable. Ça va pouvoir changer la vie de pas mal d'internautes. Et puis, le fait, par exemple, on a eu des annonces intéressantes de General Motors
Motors, par exemple, et également de Ford, qui disent, nous, dans nos futurs véhicules, on veut la 4G. Vous savez que dans les voitures, on veut énormément d'écrans. On veut que chaque voiture puisse avoir accès à des films, à des vidéos et à des jeux vidéo en direct. Ça sera une application très concrète de la 4G. Et on n'a pas fini de parler de ces générations de réseaux et de ces générations de haut débit mobile, puisque déjà l'Union européenne annonce un investissement de 50 millions d'euros pour développer d'ici à 2020 la 5G. On aura donc l'occasion d'en reparler dans cette émission. Tout de suite, direction le futur avec des lunettes visionnaires. Passez vos appels, envoyez des emails, consultez les dernières informations ou même votre agenda depuis vos lunettes. C'est possible avec Vuzix M100, des lunettes intelligentes récompensées du prix de l'innovation au CES 2013. Elles ont également attiré les curieux à Barcelone. Guillaume Gralet, vous en étiez de ces curieux justement au Mobile World Congress. On a terminé l'émission de la semaine dernière en dévoilant les Google Glass, les fameuses lunettes intelligentes de Google. Est-ce que ces Vuzix M100 sont plus smart que Google ? En tout cas, Marjorie, je vous félicite parce que vous devez avoir beaucoup de mal à me regarder dans les yeux. C'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est un petit peu compliqué parce que, en fait, moi, pendant que vous parliez, j'ai pu vous filmer, j'ai pu enregistrer cette petite vidéo. Vous n'avez même pas demandé mon avis. Je ne vous ai pas demandé votre avis, mais c'est tellement agréable. On va pouvoir la diffuser auprès des internautes fans de Tech24. En fait, vous avez face à vous un homme augmenté, ou en tout cas un homme qui aimerait l'être. C'est-à-dire que je vais pouvoir, grâce à ces petites lunettes, prendre des photos, je vais pouvoir filmer, je vais pouvoir, grâce au GPS qui est intégré, avoir des directions. En fait, ça communique pour donner des coups de fil également, puisqu'il y a un Bluetooth qui va vers le téléphone. On a un premier pas vers la technologie qui va dans tous les objets du quotidien, les lunettes et les montres également. Les montres également, et surtout, alors Google a annoncé ses Google Glass pour la fin de l'année 2013. La Vuzix dit les nôtres seront disponibles dès le milieu de l'année, peut-être même à l'été 2013, pour un prix 3 fois inférieur, puisqu'elles sont proposées à $500 contre $1 500 pour les Google Glass. Ça a une chance de concurrencer le géant Google? Ça a une chance de concurrencer, mais surtout c'est un peu du work in progress, c'est-à-dire que vous avez ici un prototype qui est sur plateforme Android, comme les Google Glass, mais qui va laisser en fait la place à des développeurs pour créer un maximum d'applications. En fait, quelquefois, vous avez tout simplement envie de filmer ou prendre des photos ou communiquer en ayant les mains libres. Ça peut être le cas, par exemple, d'un chirurgien qui va vouloir filmer une opération et ensuite la retransmettre. Ça va pouvoir être le cas quand vous allez faire du ski, pour des compétitions sportives également. En fait, c'est surtout, ce que je trouve surtout intéressant avec cette innovation, c'est pas forcément le produit lui-même, dont on voit bien aujourd'hui que le design n'est pas particulièrement terminé, mais qu'il y a une tendance de fond qui est que le smartphone dont on parlait tout à l'heure nous sert de télécommande au quotidien, mais l'interactivité va venir vraiment dans tous les objets du quotidien. Et une note assez sévère, 5,3 de moyenne pour ces Vuzix. Est-ce que le but de Vuzix c'est de tuer, si j'ose dire, les smartphones? Est-ce que les smartphones sont en voie d'extinction quand on voit ces lunettes augmentées, quand on voit aussi, comme la Pebble Watch qui a fait beaucoup de buzz cette semaine, les montres augmentées? Est-ce qu'on a une chance de voir disparaître nos bons vieux smartphones déjà? Alors pour l'instant, les Vuzix Glass ont encore besoin d'un smartphone puisqu'elles vont communiquer en Bluetooth pour pouvoir prendre un appel, y répondre, voir les SMS. Mais on peut très bien imaginer, on a beaucoup parlé des opérateurs tout à l'heure et de leur course à l'innovation, qu'un jour il y a une carte SIM à l'intérieur et que ça remplace effectivement le smartphone. C'est peut-être l'étape d'après-demain, c'est la mort du smartphone. On n'en est pas là, on a vu les chiffres tout à l'heure, mais c'est vraiment intéressant d'observer toutes ces innovations. Merci Guillaume pour toutes ces explications, des informations que vous pouvez évidemment retrouver sur les réseaux sociaux de l'émission. Et c'est presque la fin de cet épisode de Tech24. On se quitte tout de même avec une devinette. Quel est le point commun entre Bill Gates, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, le chanteur will.i.am, des femmes ingénieures et une star de la NBA? Réponse, ils ont tous appris à coder. Ils ont rejoint Code.org, une initiative qui souhaite inciter les établissements américains à apprendre le langage informatique à leurs étudiants. Plus que jamais, vous le voyez, le geek, c'est chic. Restez connectés. On se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech24.